Amiens. Derrière ce mur d'enceinte de briques rouges, la maison d'arrêt. Ici vivent 570 détenus. La prison a été construite à la campagne à l'origine, il y a plus d'1 siècle. Mais depuis, la ville l'a rattrapée. Les jardins des riverains sont collés à la prison. Elle se trouve désormais en plein cœur d'Amiens-Nord, une zone sensible. Tous les jours, un étrange manège se produirait à cet endroit précis, dans une impasse qui longe le flanc droit de la prison. Nous décidons de dissimuler plusieurs caméras. Puis, devant la maison d'arrêt, nous observons un petit va-et-vient de guetteurs. Ils rôdent, à l'heure où les détenus sortent en cours de promenade, juste derrière ce mur. Ils observent, passent et repassent pour voir si la police est dans la zone, sans se soucier le moins du monde des caméras. Ils vérifient encore, la voie est libre. Nous découvrons alors cette scène incroyable. Surgis de nulle part, des gamins projettent de petits colis emballés dans du film plastique. Leur lancer est puissant, rapide, précis. Une vingtaine de colis sont projetés à l'intérieur de la prison. Du renfort arrive. En 30 secondes, leur livraison est complète. Le lendemain, nous avons retrouvé ces gamins. Ils ont 16 ans et acceptent sans se faire prier de témoigner. On vous a vu hier en train de faire quoi finalement? En train de parachuter. En train de jeter des colis derrière la prison. Vous faites ça souvent? Ouais, 2 fois par week-end et 1 fois par semaine. Alors est-ce que c'est vous qui fabriquez ces colis? Non. On nous les ramène, nous on les jette. Nous on est là, on nous les ramène, on nous crache les billets, après on va terre. Après on les jette direct les missiles. Tant qu'il y a du liquide, nous on est là. Et le contenu de ce qu'ils appellent des missiles est très surprenant. La viande, des libanais, des clopes, briquets, alcool. Conso. C'est quoi le dernier truc que tu as dit? Conso. C'est quoi conso? Leur fume. Du shit. Voilà. De la drogue. Elle passe tous les jours par-dessus les murs de la prison. Et pour ces petits lanceurs, c'est un business juteux. Alors c'est combien justement le billet? 10 missiles, il y a 150 balles. Ça vous fait combien par mois tout ça? Un bon chiffre d'affaires. Ouais. 5, comme ça. Ouais. Vous gagnez 1 500 € par mois, Ouais. à 16 ans. Est-ce qu'il y a d'autres bandes qui pratiquent des meilleurs tarifs que vous, qui pourraient vous casser le business? Ouais. C'est nous les meilleurs. Ce trafic, les surveillants de la maison d'arrêt d'Amiens n'en peuvent plus. Cette semaine-là, ils bloquent la prison. Car ils n'ont pas le droit de faire grève. Brûler des palettes et des pneus, c'est leur seul moyen de se faire entendre. Ils font rentrer ce qu'ils veulent maintenant, et donc c'est notre sécurité qui est mise en danger. Des armes, des téléphones portables, de la drogue, tout ce qui est illicite, tout ce qui leur sert pour faire leur trafic à l'intérieur. C'est les gros trafiquants qui gèrent tout la prison, quoi. Et les autres, ils subissent. Une partie des projections est consommée directement en cours de promenade. Les prisonniers regagnent parfois leurs cellules ivres ou drogués. Impossible à gérer pour les surveillants. C'est l'anarchie. Je vais même aller un peu plus loin, c'est le Club Med. Les détenus sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le week-end dernier, il faisait très très beau et donc la population pénale présente sur la cour de promenade a décidé de s'octroyer un petit barbecue. Donc se sont fait projeter charbon de bois, colis de viande et autres. Et voilà, il ne manquait plus que le parasol et les transats. Vous voulez dire qu'ils ont fait un barbecue dans la cour de promenade? Tout à fait. Mais il y a de ça quelques années, ils avaient fait rentrer une piscine gonflable également. Donc Amiens-Plage, ça existe. Les prisons françaises sont-elles devenues des passoires? Impossible de filmer la vie quotidienne en détention. Mais nous avons obtenu des images exceptionnelles, tournées par un détenu. Trafic de cannabis, téléphone portable dans chaque cellule. Certains prisonniers font régner leur loi. Montre-nous ce que tu nous ramènes. Ah ouais, TNT ma couille. Qui tient vraiment les prisons françaises? Les surveillants s'avouent débordés.
Ils n'auraient plus ni le temps ni les moyens de faire leur travail. Pas content, pas content. Ils se sentent en danger et de moins en moins soutenus par leur hiérarchie. Un peu partout en France, les unes après les autres, les prisons sont bloquées. Les 25 000 surveillants disent leur ras-le-bol. On veut travailler en sécurité. Voilà ce qu'on veut. On a une famille, on a des enfants. Ces jeunes recrues ne le savent pas encore, mais elles ont choisi une profession à risque. Un travail dangereux et éprouvant. Il y a un problème? Ouais, il me manque un cutter. C'est embêtant? Très. Tout peut déraper en moins d'une seconde. Il me manque un cutter. Miguel, Jean-Luc et Sébastien n'auraient jamais imaginé se retrouver à la merci d'un braqueur. C'est pourtant ce qui est arrivé à ces 3 surveillants le 13 avril dernier, quand Redouane Faïd les a pris en otage pour s'évader de la maison d'arrêt de Lille. Pour la première fois, ils racontent les 20 minutes les plus longues de leur vie. La première chose qu'on voit, c'est les enfants, quoi. Pourvu que ça se passe bien, c'est malheureux à dire, c'est une évasion. Mais pourvu qu'il s'évade dans sa tête, c'est pourvu qu'il s'évade, parce que s'il s'évade pas et s'il n'arrive pas à s'évader, qu'est-ce qu'il fait? Pendant 6 mois, nous avons enquêté sur un univers carcéral à bout de souffle. Retour à la maison d'arrêt d'Amiens. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, les gardiens n'ont plus le droit de déshabiller les détenus pour les fouiller, sauf cas exceptionnel. C'est ce qui explique, selon Joris Ledoux, l'augmentation des projections. Alors là, on va se rendre sur le lieu où les projections ont lieu quotidiennement. 40 projections par jour et les week-ends, ça peut monter entre 100 à 120. Un filet anti-projection et des caméras ont bien été ajoutés, mais rien n'y fait selon le syndicaliste dépité. Nous avons affaire à des mathématiciens. Ils ont calculé les angles, les cosinus et autres. Et puis donc, les premiers jours, tout tombait dans le chemin de ronde qui se trouve juste derrière. Et maintenant, tout tombe effectivement dans les cours de promenade. Ah bah regardez, c'est tout simple, voilà. Voilà un colis. Donc entouré de cellophane, avec les initiales ou comme ils disent régulièrement, le blaze du détenu. Ça lance. Et le détenu, donc les détenus en cours de promenade, il y en a, ils sont payés, ils sont là pour récupérer les projections, puisque c'est filmé. Récupère, ah ben, c'est un tel, c'est un tel. Le retour de promenade, vous les fouillez un petit peu quand même? Fouille par palpation, uniquement, vu qu'on est interdit des fouilles à corps. Donc les détenus n'ont aucun scrupule, le mettent au niveau de leurs endroits intimes, tout simplement. Pas que ce soit trop gros, quoi. Hein. Ah, mais vous serez étonné de savoir ce que peut contenir, excusez-moi l'expression, mais un sphincter. C'est impressionnant quand même. Hein. Un téléphone portable, il passe facilement pour certains. Des savonnettes de cannabis comme ça, ça y va, hein. Puis bien dans le slip, et puis voilà, quoi. Donc après, sous le portique, ce n'est pas détecté, ça ne sonne pas, voilà, terminé. Et puis même à l'extrême, si ça aurait été détecté, il faudrait les extraire pour aller faire une fouille à l'hôpital notamment, donc voilà. Voilà à quoi nous en sommes réduits. Voilà. C'est un kebab, entier, un petit kebab. Ah mais ça arrive chaud, hein, les frites aussi sont jetées par-dessus. Voilà. Un sandwich, abandonné par les lanceurs. Faisait-il partie du fameux barbecue? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont fait un barbecue la semaine dernière dans la cour de promenade? C'était nous. C'était vous? Ouais. Qu'est-ce que vous avez projeté? De la viande, De la viande, du du charbon, tout ce qu'il fallait pour qu'ils se mettent bien. Il faisait bon, autant qu'ils en profitent. Au lieu de manger la gamelle. On ne va pas les laisser manger que du pain en prison. Et pourquoi ils mangeraient que du pain? Parce que là-bas, c'est dégueulasse. Ils mangent pas de viande là-bas? Et tu veux manger quelle viande là-bas? Là-bas, c'est dégueulasse, la viande. Tout est dégueulasse, à part le pain. C'est pour ça qu'ils reçoivent de la viande et tout. Nous, on a du travail à faire. Nous. Voilà. Nous avons gagné la confiance des lanceurs. Ils acceptent d'être filmés en action. La marchandise est cachée dans un petit passage.
stupéfiants, alcool, briquet. Puis commence la course. Le jeune lanceur traverse toujours le même garage. Il se place toujours au même endroit. Siffle pour prévenir les détenus. Et c'est parti. Sifflet final. Tout y est. Il décampe à toute allure. Tellement vite que la police, prévenue par les gardiens, n'a pas le temps de les arrêter. Et même quand elle les interpelle, mineurs, ils ne risquent pas grand-chose. Mais que font les surveillants de la prison? Nous n'avons pas été autorisés à filmer à l'intérieur. Nous interrogeons un gardien juste après le parachutage. Alors, comment ça s'est passé cet après-midi? Comme d'habitude, lors du retour de promenade, nous avons intercepté des missiles, des projections. Ce qu'on appelle nous des projections des missiles. C'est le jeu du chat et la souris, hein, voilà, le problème est là. Vous pouvez pas aller en promenade avec eux? Non, on ne rentre pas dans le cours de promenade. Ils sont 50, 40 dans une cour. On ne sait pas des fois ce qui peut se trouver dans la cour de promenade. Ah non, on rentre jamais dans une cour de promenade. C'est trop dangereux. Des surveillants impuissants. Des détenus livrés à eux-mêmes. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur des prisons? Nous partons à Nanterre. 900 détenus pour 600 places. À quelques pas de la Défense, la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine accueille une majorité de délinquants jeunes spécialisés dans le trafic de drogue. L'administration pénitentiaire a refusé notre demande de tournage. Mais un ancien condamné nous a confié des images qu'il a tournées dans cette prison il y a quelques mois. Bonjour. À 35 ans, celui que nous appellerons John a déjà passé 13 ans en détention pour délinquance financière. Voici donc ces images, un document exceptionnel. Bon, voilà comment ça se passe, réellement en prison. Voilà, pour être bien, il faut ça. Ça, vous avez 60 grammes de shit en tout. Téléphone, puce, chargeur, résine de cannabis, cigarette. Le kit parfait du dealer en prison. Ça se cache facilement. C'est la taille d'une largeur d'un paquet de cigarettes. Pour vous donner une ordre de prix, ça dehors, pour l'acheter, vous en avez à peu près pour 250 €, 300 €. Et ici, vous pouvez faire jusqu'à 1000, 1200 €. Pour vous donner une ordre de prix, ça, voilà, avec ça, 2 grammes de cannabis, vous pouvez acheter une cartouche de cigarette. Et pour alimenter le trafic, 3 parloirs par semaine suffisent à son codétenu. On a du parloir, montre-nous ce que tu nous ramènes. Ah ouais, TNT ma couille. C'est de la TNT ma couille. TNT. Ça. Ah, je vous fais table rase de l'odeur. Hein. C'est de la TNT ma gueule, ça explose. Là vous avez un 100 grammes. Non. Ça c'est de la frappe du bled ma couille. Katama. 100 grammes de cannabis qu'ils tranchent au cutter. Ils l'ont payé beaucoup plus cher qu'à l'extérieur. Mais pendant quelques jours, ils seront les rois de l'étage. Ils pourront le consommer, l'échanger contre des services ou même le revendre avec une plus-value importante. La prison, une branche encore plus lucrative du trafic de drogue. Ici, le cannabis semble totalement banal. Voilà avec quoi on va se balader devant les surveillants et on va passer les sas de sécurité avec. Vous allez voir, ça va être une formalité pour nous. L'image bouge, la caméra est cachée. John se permet d'interpeller le surveillant, un joint allumé à la main. Où est-ce qu'on va être à 8h30 surveillant sur le terrain? Hein? Ça serait bien. Hein? Allez les gars, on y va au sport. C'est le
déhanchement, voilà. Il est 8h30 du matin. John fume un joint dans le couloir. Aucune réaction du surveillant. Sécurité. Il passe devant les caméras de sécurité. John montre la salle de musculation. C'est la salle de muscu. Puis il arrive en cours de promenade où tombent aussi les produits illicites par projection, comme à Amiens. Vous voyez la grande tour là? Celle-là. C'est par là que les colis sont projetés, soit sur le terrain de foot, soit au bâtiment B. Les colis avec du shit, avec de l'alcool, avec des CD, des PlayStation, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Peu après, John propose à un jeune surveillant de partager son joint. Le jeune gardien refuse gentiment, sans faire d'histoire. Wesh les gars, bien ou quoi? Wesh, tranquillement? Ouais, petite tête. Tranquille, jusqu'au pélo? Alright. Wesh, ça fait la barquette ou quoi? Ouais, je tête de brique. Vas-y. On voit un surveillant à un moment dans vos images qui refuse de fumer. Ouais. Mais il arrive que certains fument avec vous? Oui, bien sûr. Ça arrive de temps en temps. C'est une minorité de surveillants. C'est-à-dire même le soir, quand ils passent pour leur ronde, ça leur arrive de faire toc-toc. Ah, ça sent bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit joint dépanné? On leur glisse sous la porte. Une information évidemment invérifiable, mais elle paraît vraisemblable. Bon, on va vous montrer un peu comment ça se passe en cellule. Donc déjà, on va commencer par ça. Voilà. Donc là, on a la lumière de la cellule. Et là, on a le bouton en cas de problème. Et ce qu'on va faire, on va filmer. Voilà, on appelle et vous verrez que même d'ici 10 minutes, un quart d'heure, personne n'aura répondu. Il est 19h03. Au bout de combien de temps les surveillants vont-ils intervenir? En attendant, John nous fait visiter sa cellule. Le coin, on peut faire la vaisselle, se laver les dents, se laver le visage, se laver quand on ne peut pas aller à la douche. Les détenus ont une liste d'objets qu'ils peuvent acheter en prison, sensiblement au même prix qu'à l'extérieur. Ensuite, dans cette cellule, c'est l'abondance. On va commencer par là. Voilà, un meuble de rangement. Avec les cantines, donc il y a tout, les conserves, les canettes. Voilà, les jumeaux. John vit avec son codétenu dans 9 mètres carrés. Et ils mettent à profit chaque centimètre. Ensuite là, frigo. Avec les cantines de produits frais. Le coin avec la clé pour USB, pour écouter les derniers sons, regarder les derniers films, les photos de famille, les vidéos des mariages, tout ça. Leur nouvelle télé leur permet de recharger les portables, pourtant interdits en prison. La télé. Alors la télé a une particularité, nous ils ont changé. Et l'administration pénitentiaire nous a fait un petit cadeau. Parce qu'il faut une chose qui est indispensable et que tout détenu doit avoir en cellule, c'est le téléphone portable. Très important. Donc qu'est-ce qu'on fait? On branche la prise, le téléphone, et voilà, ça charge. Merci donc à l'administration pénitentiaire pour ce petit gadget qui nous est bien utile. John reprend ensuite sa démonstration à propos de la sonnette d'alarme. Cela fait 3 quarts d'heure qu'il l'a déclenchée. Puis voilà, je reprends la montre. Il est 7h48 bientôt. Regardez, ça clignote toujours. Avant, il y avait des passages, des rondes toutes les demi-heures pour justement voir si les détenus avaient des problèmes ou pas. Maintenant, ils ne daignent même plus répondre aux interphones. Hein, il nous est arrivé d'avoir des coupures d'électricité de 7h du soir jusqu'à 10h le lendemain matin. Hein, sans qu'on nous explique pourquoi, pareil pour l'eau. Donc voilà, des petits changements qu'il faudrait effectuer le plus rapidement possible dans toutes les prisons de France. 45 minutes sans aucune réaction. En fait, les surveillants sont débordés. Parfois, ils sont seuls à surveiller 120 détenus par coursive. C'est aussi le cas à la maison d'arrêt de Fresnes, au sud de la capitale, dans l'une des plus grandes prisons de France. Après des semaines de négociations, nous avons pu filmer les premiers jours de travail d'une promotion de surveillants. Ils sortent de l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire.
Ils découvrent la légendaire rigueur de cette maison d'arrêt centenaire. Bonjour à toutes et à tous, asseyez-vous. Une rigueur parfaitement incarnée par son directeur, Stéphane Scotto. Bienvenue à vous, surveillantes, surveillants, qui rejoignez cette grande maison. Pour ceux qui seraient tentés de sortir du rang, l'avertissement est clair d'emblée. Vous faites ce que je dis. Ça signifie qu'à chaque fois que vous agissez dans le cadre des instructions de service, vous bénéficiez de la protection du chef d'établissement. Mais si vous sortez de ce cadre, vous perdez cette protection. J'espère que vous aurez l'occasion, comme moi, d'être fier d'être fresnois et d'être fier du métier que vous faites. Merci à vous. En résumé, pas de copinage, pas de corruption. Bonjour. Arrive ensuite l'armurier. Les surveillants sont armés uniquement quand ils sont postés au Mirador. Ils sont autorisés à tirer en cas d'évasion. Donc je vais vous montrer comment sont conditionnées les armes au Mirador. Et après, on parlera du fusil à pompe. À l'école, ces nouvelles recrues ont déjà appris le maniement des armes. Petit rappel. Le jour où vous devez vous saisir de l'arme, il y a une chose à faire, c'est prendre le levier, le tirer et le lâcher. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste juste à aligner le poing sur la personne et à tirer. Jusque-là, tout paraît simple. Mais en fait, l'utilisation des armes est très réglementée. Vous imaginez que le détenu saute le mur. Une fois qu'il est sur le mur, sur le haut du mur ou qu'il redescend du mur, on a le droit de tirer. Une fois qu'il a les deux pieds de l'autre côté et qu'il est sur la rue, le détenu ne nous appartient plus, il appartient aux forces de l'ordre. Bien, maintenant, on va passer au fusil à pompe. Pour armer, je tire la pompe, je la pousse. En fait, au quotidien, les surveillants ne sont pas armés. La psychologie est leur meilleur allié. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que c'est un métier où on est des gros bras, mais pas du tout en fait. Vous êtes plutôt costaud quand même. Oui, mais c'est pas... le fait d'être costaud, ça sert à rien lorsqu'on est face à la personne détenue en fait. Tout se passe dans la tête, dans le caractère, dans la manière d'être. Il faut avoir une grande maîtrise de soi, savoir rester calme, savoir observer et savoir communiquer aussi. À Fresnes, beaucoup de surveillants viennent du Nord et des départements d'outre-mer, des régions particulièrement touchées par le chômage. Le salaire, près de 1 500 € net dès la première année, en séduit plus d'un. Nos stagiaires poussent pour la toute première fois ces grilles sans cesse repeintes depuis plus d'un siècle. Actuellement, 2174 détenus sont incarcérés ici pour 1400 places. Ils commencent la visite par l'un des quartiers les plus sensibles. À l'étage, il y a le quartier arrivant. À l'heure actuelle, on a 41 personnes détenues. Et ils arrivent, bien sûr, principalement la nuit. La visite se poursuit par une cellule. Les 9 mètres carrés réglementaires sont prévus pour une personne. En fait, les détenus les partagent à 2, parfois 3. Il y a d'ailleurs 2 lits, 2 bureaux, un lavabo, une télé. Petit luxe, les toilettes sont fermées par une cloison, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la détention. Car nous sommes au quartier arrivant, où les prisonniers passent leur première nuit. C'est souvent cette nuit-là qu'ils font des tentatives de suicide. Si on constate que la personne est sensible, on va essayer de le mettre avec quelqu'un peut-être qui s'entend bien avec lui. Voilà. Et ça dépend que de notre observation. C'est beaucoup d'observation. Ah oui, oui. Ouais, par exemple, là, dans les bassines, il y a du liquide Javel. Le liquide Javel, il est dilué au minimum. C'est-à-dire que la personne détenue, l'ingurgite, elle craint quasiment rien. Après cette douche froide, il faut motiver les stagiaires. Vous rentrez dans le métier, vous verrez que votre métier va devenir super intéressant si vous en donnez les moyens.
Si vous vous contentez d'ouvrir et de fermer des portes, ben, vous allez devenir rapidement aigri. Si vous dialoguez, si vous vous intéressez à ce que vous faites, si vous observez, vous verrez que c'est super passionnant et vous aurez envie d'évoluer parce que c'est un métier où on peut évoluer rapidement et de façon très intéressante. Nos surveillants stagiaires sont bombardés de conseils et d'encouragements. Car dans une semaine, ils seront seuls face aux détenus, seuls avec jusqu'à 120 prisonniers à surveiller. Au bout d'un an, un jeune gardien sur 10 aura démissionné. C'est le bon endroit là, ça y est, tu sens mieux ton métier? On a toujours un petit peu d'appréhension, c'est le début, et on verra pour la suite. De toute façon. Un peu sonné, Lucien essaye de se rassurer comme il peut. Très carré. Donc forcément sympathique. Enfin sympathique, si on veut. Toi tu aimes ça le carré? C'est ce qui importe, surtout dans l'administration pénitentiaire, lorsque les choses sont bien en place, c'est que ça fonctionne. Et les choses fonctionnent tellement bien que Lucien reste coincé derrière les barreaux. Nous aussi d'ailleurs. Car nous ne sommes pas autorisés à filmer l'autre aile, celle de la vraie détention, une fois que les détenus ont quitté le quartier arrivant. L'aile où se situent également les mitards, quartier disciplinaire. Pas de caméra au parloir non plus, dans les cours de promenade, censurer également les douches. Je vérifie. Pardon? Non, vous n'avez pas filmé les douches. Merci. Je vous ai dit, vous rentrez pas là, dans les salles, dans les... Mais à force d'insister, nous avons réussi à filmer la distribution d'un repas, toujours au quartier arrivant. Ce surveillant est de service ce jour-là, accompagné d'un détenu, un auxiliaire, qui assure la distribution. Il est 17h15. On mange très tôt en prison comme dans les hôpitaux, pour que le personnel puisse quitter à 18h. Au menu, dans ces barquettes individuelles, là, c'est du céleri. Là, c'est des pommes de terre et du steak. Ces fameuses barquettes qui passent bien souvent par la fenêtre dans un incroyable gaspillage. On les voit jonchant le sol à Nanterre sur les images de John. Ajoutez à cela une part de camembert et une compote, un menu que certains apprécient quand même. Du moins devant le représentant de l'administration qui surveille toutes les interviews. Est-ce que c'est un moment important là, le repas? C'est un moment agréable, ouais, de liberté, de plaisir, surtout de plaisir. Parce que le plaisir en prison, on perd un peu la notion de plaisir. J'ai fait Pas le temps de traîner. Tous les repas doivent être distribués en 20 minutes. C'est bon. C'est bon. On va sortir très bientôt. Vive la liberté. Vive la liberté, hein. On est là pour faire longtemps, mais on va sortir. C'est beau. Pour rappeler. Tout à l'heure, on passe. Ok, mettez un drapeau. Le gardien vous voit tous les détenus. En retour, il l'appelle surveillant. Jamais par son nom. On donne pas son nom? Ah, donne pas son nom. C'est comme ça. Parce que sinon, voilà. C'est comme les policiers, ils ne donnent pas leur nom. Comme les gendarmes, ils ne donnent pas leur nom. Et ça vous arrive jamais de glisser votre prénom quand même Non. Même si vous copinez un peu avec un... Copiner? Ah non, on copine pas. Non, on est jamais mot. Monsieur, repas. Comment? Vous êtes en grève de la faim? D'accord. Mange pas? D'accord, eh ben, je vais tout à l'heure vous faire signer le papier comme quoi vous êtes en grève de la faim. Ok, ben, à tout à l'heure. À tout de suite. On peut ouvrir 10 cellules, c'est 10 personnes différentes et 10 problèmes différents. Et 10 personnes qui sont entrées en prison pour des faits différents. Donc forcément, c'est enrichissant. Est-ce que vous avez peur parfois? Peur? Celui qui a peur, il faut qu'il change de métier ou il faut qu'il mette sa peur dans sa poche. Sinon, il faut changer de métier, sinon c'est pas possible. La peur.
Tous les surveillants de prison en font l'expérience un jour dans leur carrière. Pour ceux de l'île Sequedin, ce jour-là, c'était le 13 avril dernier, lors de la spectaculaire évasion de Redouane Faïd. Pour la première fois, 3 surveillants pris en otage par le braqueur ont accepté de témoigner. J'ai vécu des émeutes, j'ai vécu des grandes bagarres en cours de promenade, au couteau, enfin plein de choses. Mais si on m'avait dit tu seras pris en otage, non, jamais, franchement, non. J'aurais pas pu le croire, non. Lorsqu'il arrive à la maison d'arrêt en novembre 2012, Faïd n'est pas n'importe qui. Recherché par Interpol, braqueur multirécidiviste de banques et de fourgons blindés, il est surnommé dans le milieu le cerveau. Redouane Faïd. Faïd se présente comme un repenti en 2010. Il est accueilli en star sur les plateaux télé et se paye même le luxe de serrer la main de l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. Bon, avant tout, je tiens à dire quand même que je ne suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Moi, j'ai eu une vie qui a été la mienne. Bon, le malheur que j'ai eu, si je peux dire que c'est un malheur, mais je pense que c'est un malheur, c'est que lorsque j'ai commencé des petits délits jeunes, je ne me suis jamais fait attraper. Vous êtes à la retraite? Oui, je suis à la retraite. Moins d'1 an plus tard, Redouane Faïd est de nouveau interpellé, soupçonné de braquage et, plus grave, du meurtre d'une policière municipale, Aurélie Fouquet. C'était à Villiers-sur-Marne, le 20 mai 2010. Le commando de braqueurs, poursuivi par la police, n'avait laissé aucune chance à la policière de 26 ans en tirant à l'arme lourde. L'affaire avait ému la France entière. Redouane Faïd est placé en détention à la maison d'arrêt de Lille. Elle accueille essentiellement des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de jugement comme lui. Curieusement, aucun dispositif particulier de surveillance ne l'entoure. Pendant 6 mois, le cerveau prépare sa cavale, étudiant jour après jour les failles de l'établissement. Samedi 13 avril 2013, 8h du matin, Redouane Faïd est seul dans sa cellule, au 3e étage du bâtiment B. L'homme a rendez-vous avec un visiteur au parloir, son frère, qui arrive à l'entrée principale. Faïd sort de sa cellule avec un sac censé contenir le linge sale qu'il donne à nettoyer à sa famille. Il passe une première grille et rejoint les 22 détenus de ce premier tour de parloir. Jusqu'ici, rien à signaler. C'est ici, à l'entrée des parloirs, que l'histoire bascule. Coiffé d'un bonnet, Faïd sort une arme de son sac et braque une surveillante. Il passe le portique, prend 2 surveillants en otage. Il se rapproche de la sortie, prend un 3e otage. Dans cette salle d'attente, Faïd fixe de l'explosif sur la porte. Première explosion. Il est à 3 portes blindées de la liberté. L'avant-dernière porte pose problème. Elle résiste. Il fait alors exploser la fenêtre. Ne reste que la porte principale. Un dernier pain d'explosif aura raison d'elle. Faïd est libre, entouré de ses 4 otages. Ces surveillants, qui ont servi de bouclier humain, nous les avons retrouvés. Pour la première fois, ils ont accepté de raconter les minutes les plus terrifiantes de leur vie. Le premier à avoir été pris en otage, c'est Jean-Luc. Dans le couloir du parloir, Faïd le menace avec son arme. Jean-Luc, père de famille nombreuse, fait ce métier depuis 20 ans. Il me prend là derrière le dos, il m'agrippe, et puis il me pointe l'arme sur la tête. Et puis il dit on y va, il dit il faut sortir, je vais sortir maintenant. Et en passant, donc, il en reprend 2 autres. Donc là on arrive devant la porte qui donne accès un peu vers les familles pour accéder à la salle d'attente. Et puis donc là, le collègue a la clé. Donc il ouvre.
Et puis là, à l'arrivée à la deuxième porte, il n'y a pas de serrure de l'extérieur. Donc là, on s'est dit, comment on va faire? J'ai jamais pensé à un moment donné qu'il allait prendre le pain plastique et puis aller faire sauter. Et puis lui, tout tranquille, hein, il nous dit, bon, maintenant, le premier qui bouge, je le bute. Hein. Moi, je veux sortir, je sortirai. Donc là, il commence à poser ses pains plastiques, tout tranquillement. Et là, je commence à réaliser, en fin de compte, que j'étais en plein dedans, que ça allait sauter, quoi. Et effectivement, c'est impressionnant le bruit que ça fait, ça se pète. Il nous a simplement dit bougez pas, sinon je vous bute. Hein, risquez pas votre vie pour un salaire de merde. Hein. Ça, c'est les propos qu'il y avait. Après, ça calme. Hein. Donc on fait ce qu'il dit et puis c'est tout, quoi. Durant toute leur folle course avec le fugitif, Miguel et Sébastien n'ont pas cherché non plus à jouer les héros. Ils savent qu'ils ont affaire à un homme dangereux et déterminé. Quand j'ai su que c'était Faïd en prise d'otage, mine de rien, on le connaît. Enfin, on connaît son pédigré, quoi. Donc c'est que c'est pas un voleur de poule, quoi. Les explosions, c'était violent? Moi, celle qui m'a impressionné le plus, c'est la première, parce que je m'y attendais pas du tout. Donc j'avais pas les oreilles bouchées, j'avais rien du tout. Par contre, les autres, j'avais les oreilles bouchées, et ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, surtout quand on connaît pas l'effet que ça va donner, quoi. C'est vachement impressionnant. On se sent propulsé, tous nos organes, ils remontent. Ah ouais, moi, j'ai sorti c'est impressionnant. Des pieds à la tête, on a l'impression de faire un bond en hauteur. Impressionnant. C'est très impressionnant. Faïd est armé et il a déjà tiré pour montrer que son arme était bien réelle. Les otages, eux, n'ont pas d'armes. Aucun d'eux n'a essayé de s'échapper. Que pensait-il pendant ces longues minutes? La première chose qu'on voit, c'est les enfants, quoi. Pourvu que ça se passe bien, c'est malheureux à dire, c'est une évasion. Mais pourvu qu'il s'évade dans sa tête, c'est pourvu qu'il s'évade. Parce que s'il s'évade pas et s'il n'arrive pas à s'évader, qu'est-ce qu'il fait? Le peu qu'il parle, c'est impressionnant, en fait. De toute façon, on exécute tout ce qu'il nous dit. Et comme je rejoins Miguel, on espère qu'une chose, c'est que tout se passe bien. Et c'est malheureux de dire ça, on espère que tout va bien exploser, parce qu'on se dit qu'on est 4 otages. Et je rejoins son idée, quoi. Il n'a pas peur d'en liquider un pour qu'il ne reste que 3. Première partie de l'évasion réussie. En faisant exploser 5 portes, Faïd a utilisé plus d'1 kilo de C4, de l'explosif militaire. S'ensuit une course effrénée sur cette esplanade, avec les 4 otages. Miguel et Sébastien acceptent de revenir sur place. On comprend pas, on sait pas où il nous emmène. On sait qu'il attend après quelqu'un, forcément, puisqu'il va pas aller là-bas en courant tout seul. On pense qu'il y a quelqu'un au bout. On se doute qu'il y a forcément un complice extérieur pour venir le chercher. Il va pas partir seul. De fait, une berline noire attend Faïd sous ce pont. La fin du calvaire pour 3 des 4 otages. Mais Miguel doit monter dans la voiture. À l'intérieur, les complices ne se disent pas un mot. 2 kilomètres plus loin, Faïd relâche Miguel sur la bande d'arrêt d'urgence devant une autre prison. La maison d'arrêt de l'Os, elle est là et il m'arrête là. Il t'arrête là? Voilà, il m'arrête là. Et il me dit sors, sors, sors. Je sors, je passe au-dessus de la barrière et puis... Et lui, il continue et puis moi, je passe au-dessus et je marche jusqu'à temps que la police me récupère. Le véhicule disparaît ensuite dans les méandres des échangeurs autoroutiers. Redouane Faïd est officiellement en cavale. À la maison d'arrêt, les dégâts sont considérables et le traumatisme aussi. L'ennemi public numéro 1 est arrêté 1 mois et demi plus tard. Il encourt la détention à perpétuité. Les otages restent seuls avec leurs questions. Qui a fait rentrer l'arme et l'explosif? Je suis pressé de savoir ce qui s'est passé. Parce que je voudrais pas revivre ça une deuxième fois et puis justement éviter que ça se reproduise et savoir. Il y a quelqu'un qui a triché. Enfin, l'arme et les explosifs, il les a pas fabriqués lui-même. Hein. Vous penchez pourquoi, vous? J'espère un parachutage. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une complicité intérieure. Ça nous fait un stress permanent. Enfin, pour ma part, ça me fait un stress permanent. Parce qu'on se demande comment il a fait pour faire entrer l'arme. Y a-t-il eu une complicité intérieure? Faïd a-t-il acheté certains gardiens? Pour l'heure, l'enquête judiciaire a permis d'identifier 3 complices, détenus ou ex-détenus. À quelques kilomètres de la prison de Lille,
Nous rencontrons Barbara, une surveillante qui n'a pas été surprise par cette évasion. Cette jeune femme est en arrêt maladie longue durée. Elle a travaillé au parloir de l'île Sequedin, un poste que tous les gardiens redoutent. Elle a tenu 3 ans, puis a craqué. Diagnostic du médecin, troubles anxieux sévères, burn-out. Un surmenage professionnel très courant parmi les surveillants. Est-ce que vous avez été surprise que ce soit au parloir que se passe finalement l'évasion de Redouane Faïd? Non. Ça devait forcément être par les parloirs qu'il se passe quelque chose. Forcément. Je ne m'attendais pas à un truc si dramatique parce que malgré tout, il y a quand même... Je pense à mes collègues qui ont été pris en otage. Je ne pensais pas à un truc aussi dramatique. Mais ça devait forcément se faire par les parloirs. Qu'est-ce qui n'allait pas au parloir de l'île Sequedin? C'est déjà le sous-effectif en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas... On peut pas être toute la journée sur le qui-vive et en même temps faire du bon travail, c'est pas possible. C'est pas possible. On fait rentrer des familles, donc c'est des gens de l'extérieur, donc il faut les surveiller quand même. Je veux dire, on fait tout et n'importe quoi pour rentrer de l'extérieur. Donc déjà, il y a les familles, après il y a les détenus, c'est pareil. Je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'un détenu qui va s'énerver, On n'est jamais à l'abri de tout ça, il faut toujours être sur nos gammes, parce que malgré tout, en prison, on ne garde pas des enfants de cœur. Il y avait parfois seulement 4 agents pour surveiller 130 détenus et autant de visiteurs chaque jour. Dès lors, les règles élémentaires de sécurité et même de simple bonne conduite n'étaient plus respectées dans les cabines. Les rapports sexuels, par exemple, en cabine, je veux dire, ça c'est un truc vraiment inconcevable pour moi. Je veux dire, on est surveillant pénitentiaire, on n'est pas non plus... Voilà, on n'est pas là pour voir des films porno toute la journée. Donc ça, déjà, c'est pas tolérable. Et puis, des fois, ça se fait en présence d'enfants aussi. Donc voilà, même si c'est pas mes enfants, même si je devrais pas être affectée, moi, je veux dire, un enfant qui est là, il est pas au parloir, déjà, il est dans une petite cabine. Il ne devrait pas, normalement, voir des relations sexuelles entre ses parents. C'est pas possible. Des rapports sexuels, des objets qui passent aux détenus. Tous ces problèmes, Barbara les signalait à sa directrice. Le résultat ne s'est pas fait attendre dans sa notation. Madame a su s'appliquer dans ses missions. Professionnelle, carrée, a toujours su rendre compte à sa hiérarchie. Mais madame confond malheureusement rigueur et rigidité. Il est urgent qu'elle mette ses rancœurs et ses jugements de côté, qu'elle fasse preuve d'humilité et d'entrain. C'est totalement injuste pour moi parce que j'ai sacrifié ma vie de famille pour un boulot. Et on ne me rend pas l'appareil en fait. Donc... Voilà, donc, surtout que ma notation, en fait, vous pouvez regarder, on me met que des biens et des très bien. Lâchée par son administration, la fonctionnaire perd pied et entre en dépression. Désormais, après 10 ans de pénitentiaire, Barbara veut changer de métier. À la prison de l'île Sequedin l'an dernier, plus de 5000 objets illicites auraient été saisis dans les parloirs où travaillait Barbara. Le business avec la prison, certains en font même leur gagne-pain. Comme Steve, un ex-détenu. À 35 ans, condamné 24 fois, il a passé 8 ans sous les verrous, 8 ans à Fresnes. Et même quand il est libre, c'est la prison qui le fait vivre. Trouver du boulot avec l'étiquette qu'on porte, c'est un peu baisé, quoi. Ça veut dire après, voilà, faut se dépatouiller. Donc si je peux aider c'est pas mes potes, mais si je peux les aider, je les aide. Ça veut dire que maintenant, vous vous sentez relié à la prison pour toujours? Ouais. Car Steve est vendeur de téléphones portables en prison. Ce jour-là, justement, un détenu de Fresnes lui a passé une commande. Steve a ses habitudes dans le nord de la capitale pour faire ses emplettes. Boulevard Barbès. Des dizaines de boutiques de téléphones portables s'alignent, serrées les unes contre les autres, affichant tarifs alléchants et super promos. Et tout téléphone fait l'affaire ou... Non, il faut des téléphones précis. Surtout à Fresnes, parce que ça sonne. Un téléphone précis, c'est ce que Steve va chercher dans cette boutique. Nous le suivons en caméra cachée. Ouais, je viens voir pour si t'as des... Je viens d'en voir un michto. Alhamdoulilah. T'as plusieurs modèles ou quoi? Ouais, mais attends-moi pour ceux qui passent. Qui passent, ça veut dire qu'ils ne sont pas détectés par les portiques en prison.
Mais attends, d'accord. T'enlèves la plaque, Ouais. enfin, généralement les gens ils Tu peux pas enlèvent. me l'enlever la plaque. La plaque, tu peux te l'enlever. Après ça, Ça sonne pas, ça. ça, je sais pas si ça sonne. Non, ça sonne pas, mais après. Bah, c'est Bah, bon. combien tu le vends? Il a 59, mais vas-y, je te le fais à 50. Ouais, tu me le fais à 50 et tu crois, je vais te faire une commande. Ces mini-téléphones sont des copies de clés de voiture de luxe. Pas plus grand qu'un pouce, tout en plastique, ils se dissimulent facilement, idéal pour les prisonniers. Vous en vendez beaucoup? Ouais, ah oui, ça marche très bien. C'est le business. C'est mignon ou parce qu'il passe? Il passe Ah bah oui. C'est ça qui est bon. Il passe partout. Partout, les gens. Oui, les gens viennent, ils m'entraînent 4-5 et Ouais, ils c'est les ça que je revendent te dis. directement en prison. Bah oui, c'est ce que je fais faire là. Ouais. Ces portables miniatures sont sur le point d'être interdits en Grande-Bretagne. Mais ici, pas de problème, et avec facture. Ils sont vendus en toute légalité. Trop bien. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire un téléphone spécial prison. Exactement. Celui-là, les détenus en raffolent. Ah, ils adorent ça. C'est normal, ils passent partout. Eh oui. Ça marche? Ah oui, ça marche. Non stress. Pour vérifier que le téléphone ne sonne pas sous un portique de sécurité, Steve a trouvé l'astuce. Il fait le test sous un portique parfaitement accessible au public. Ici, le téléphone portable est dans la poche de Steve. Il va tenter de le rentrer dans cette enceinte particulièrement sécurisée. Test réussi, aucune sonnerie. La jeune vendeuse n'avait pas menti. Et passé crème. Voilà, la preuve est là. Formel. Ça veut dire que s'il passe là, il passe partout. Un rendez-vous au parloir avec son client et l'affaire sera faite. Au risque pour Steve de retourner derrière les barreaux pendant au moins 6 mois. Malgré les trafics, les agressions, le stress, plusieurs milliers de personnes tentent le concours de surveillant pénitentiaire chaque année. 800 l'ont décroché l'an dernier. Laurence fait partie de ceux-là. Pour cette ancienne chômeuse, arrivée en fin de droit, c'est une planche de salut. Jour bon, jour. À 42 ans, Laurence est chef des ateliers de travail à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes. C'est parti pour 8 heures d'un service durant lequel elle ne va pas relâcher son attention une minute. Première étape, aller chercher celles qu'elle appelle ses filles, les détenus qui travaillent. Comment vous savez qui aller chercher? Je les ai en tête. Je les connais toutes par cœur, mes travailleuses. Jour. Comment ça, vous êtes en retard? C'est moi qui suis à l'heure, en fait. Je me suis réveillé trop tard. Bonjour. Est-ce que j'ai la photo en plus? Ah, c'est pour ça, le lâchage de cheveux? D'accord. Certaines de ces femmes sont étrangères, souvent des mules pour le trafic de drogue international. Ah. I phone to the nurse after, okay? Okay? Remember me? Okay? Ah, j'arrête pas l'anglais ce matin. J'arrête pas de parler l'anglais ce matin. En France, 2% des détenus seulement sont des femmes. Mais elles sont condamnées pour des motifs plus graves que les hommes. Homicide, infanticide, trafic d'êtres humains, proxénétisme. Laurence est vigilante. Elle fait passer chaque détenu sous le détecteur de métaux pour contrôler qu'elles n'ont pas d'armes. Car aux ateliers, elle sera seule avec toutes ces femmes qui travaillent, entre 20 et 30 sur un effectif de 80. Alors, quand l'une d'elles manque à l'appel, c'est panique à bord. Elle est où, Nora? Elle est pas descendue. Non, elle est pas descendue. Hein. Il y en a une à qui j'ai ouvert et qui est pas descendue. Ouais, PCI, c'est les ateliers. Qui est pas descendue. Je l'ai ouvert et elle est pas là. J'ai mes ciseaux. Ouais, les ateliers.
Elle veut pas, hein. Ouais, mais nous, on a besoin, hein. C'est quoi ce coup de Trafalgar, là? Ah non, c'est pas bien. Parce que du coup, moi, je vous ai cherché. Je vous sors et je vous vois pas. Ah ouais, mais c'est pas bien, alors, faut me le dire. Parce que là, faire ça, pas top, hein. Ça vous plaît comme travail? Ah, c'est un grand mot. On va dire que je le fais parce que... Oui! Je me suis fait saigner. Vous êtes coupé? Ouais, avec une enveloppe. Hein. J'ai la peau qui se retourne. Ah! Comment vous avez fait? À force de soulever. Ah! Et pour pas tâcher le matériel. C'est bien. Vous vous lavez les mains avant de mettre le pansement, c'est mieux? Hein? Tour à tour, Laurence est infirmière, surveillante et même assistante sociale. J'ai fait votre certificat de travail que vous m'avez demandé. D'accord? Vous viendrez le chercher après? Vous voulez une copie avec? Oui. C'est important pour vous de venir travailler aux ateliers? Oui, c'est important parce que ça me permet de sortir de cellule et ça occupe mon esprit, j'aime bien. Et le soir, c'est une bonne fatigue, donc ça me fait du bien. Elles font des mises sous enveloppe, des travaux de pliage et de cartonnage. Payées à la pièce, les plus rapides d'entre elles gagnent au maximum 500 € par mois. Mais surtout, elles obtiennent des remises de peine. Au contact de ces femmes, Laurence a appris à les apprécier, mais elle reste toujours sur ses gardes. Je ramasse les outils, là. Notamment quand un outil vient à manquer. Il y a un problème? Ouais, il me manque un cutter. C'est embêtant? Très. Ouais, de toute façon, elle remonte pas tant que j'ai pas de cutter. Donc, ouais. Il me manque un cutter! Un cutter qui peut facilement servir d'arme contre les autres ou pour se suicider. De toute façon, personne monte tant que j'ai pas mon cutter, donc voilà. Oui. Faux salaire. Ah! Abdelillah, je commence à transpirer, là. Finalement, le cutter est retrouvé dans la salle. Dernière fouille par palpation, les détenus regagnent leurs cellules dans l'ordre et le calme, 5 par 5. C'est la règle à Fresnes. Certaines remontent du travail en cellule, histoire de gagner quelques euros de plus. Laurence, elle, a terminé sa journée sans incident, une de plus. Elle en conçoit une certaine fierté. Je pense que j'étais pas assez mature à 20 ans ou à 25 ans pour faire ce genre de choses. Non. Moi, je pense que c'est mon vécu, c'est mes expériences qui me permettent de ne pas abuser de l'uniforme et de l'autorité que j'ai. Pour moi, ça rime à rien. Donc non, moi, je fais mon travail comme c'est écrit et c'est tout. Ni plus ni moins. Il est 16h tapante. Journée finie, je rentre chez moi. Avec un grand bonheur. On vous sent très soulagée? Ouais. Je vais voir ma fille. Une surveillante épuisée le soir, mais heureuse malgré tout dans le chaos actuel des prisons. En France, surveillant pénitentiaire, c'est la profession la plus touchée par le suicide, 30% de plus que la moyenne nationale.